L'invité du jour est Jacques Poinas. C'est un ancien commissaire de police qui a servi dans la prestigieuse brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Il vient nous présenter son ouvrage « Le temps des aveux », le réfrigérateur du japonais cannibale et autres récits. Bonjour Jacques Poinas. Bonjour. Alors, à travers ce livre, vous évoquez des récits criminels et vous mettez en abîme plus particulièrement un moment, c'est le temps des aveux, c'est ce fameux moment où le criminel se met à table, comme on dit. Vous ouvrez ce livre, comme l'indique le titre, avec le cas d'Issei Sagawa, donc, qui est un cannibale japonais qui a défrayé la chronique en 1980. C'est une histoire qui est assez surréaliste et surtout, le dénouement est encore plus improbable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé avec ce japonais cannibale ? Sur le dénouement ? Même l'affaire. Oui, alors ça commence par la découverte d'un corps démembré dans 2 valises au bois de Boulogne qui ont été abandonnées par quelqu'un qui est décrit comme un Asiatique. Et très rapidement, au bout de 2 jours, nous avons un élément important parce que les photos des valises ont été diffusées par la presse et sont reconnues par une personne qui nous dit les avoir vues entre les mains d'un étudiant japonais qui habite son immeuble dans le 16e arrondissement. Et donc, il est rapidement interpellé, il passe des aveux et il révèle. Et nous trouvons en perquisition, entre autres éléments à charge, 7 kilos de chair humaine qu'il a découpé sur le corps, qu'il a en partie mangé. Et il en reste donc 7 kilos de chair humaine dans son réfrigérateur, ce qui est évidemment quelque chose d'assez hallucinant à découvrir. Et donc, il nous révèle que sa victime, c'est une étudiante hollandaise qu'il connaissait et qu'il l'a tuée à la fois par dépit amoureux et pour assouvir une pulsion cannibale qu'il a depuis son plus jeune âge, pratiquement. Il nous a dit depuis l'école primaire. Et nous avons eu des éléments qui confirmaient que c'était une pulsion profonde et ancienne, puisqu'il avait même proposé à une prostituée de lui acheter un morceau de chair pour le manger. Ce qu'elle avait refusé, bien entendu. Et donc, ce Japonais, qui raisonnait parfaitement, avait un comportement, pendant la garde à vue, tout à fait normal, et donc mis en détention. Et pendant l'instruction, dirigée par le juge Bruguière, qui allait devenir un juge antiterroriste bien connu, le juge Bruguière, évidemment, le fait examiner par des psychiatres, et les plus hautes sommités de la psychiatrie légale française le déclarent dément. Ce qui ne sautait pas aux yeux pour ceux qui avaient longuement parlé avec lui. Donc, au bout d'un an et demi, je crois, il y a un non-lieu. Il bénéficie d'un non-lieu au plan pénal. Il est placé en hôpital psychiatrique. Mais comme il est japonais, il n'a pas vocation à rester en France, dans un hôpital psychiatrique, toute sa vie. Donc il va être renvoyé. Donc, au bout de quelques mois encore, il est renvoyé au Japon, mis en observation dans un hôpital psychiatrique japonais. Mais les psychiatres japonais, eux, ont un avis totalement différent des psychiatres français et le déclarent non dément. Donc, il est remis en liberté et il ne peut pas être jugé au Japon parce qu'il y a le non-lieu dont il a bénéficié en France a valeur de chose jugée, donc a une valeur définitive et qui est valable même au plan international. Donc les Japonais disent « mais non, nous ne pouvons pas le juger, ça serait contraire à la règle non bis in idem », c'est un adage de droit romain. Pas 2 fois pour la même chose. Et après, ce cas-là est un peu spécifique parce qu'après, il continue de vivre normalement et il capitalise même sur cette affaire pour gagner sa vie et pour exister finalement médiatiquement. Oui, alors il se crée une espèce de statut d'intellectuel presque en écrivant un livre qui aura du succès au Japon. Et il veut présenter son cannibalisme comme une sorte d'art du crime, enfin comme un acte artistique pratiquement. Et donc il plastronne dans les télévisions japonaises, il fait des pubs d'un épouvantable mauvais goût pour de la viande. Enfin, il exploite les horreurs qu'il a commises d'une manière vraiment, vraiment éhontée
à la limite presque pire que ce qu'il a fait lui. Alors là, c'est un cas particulier parce que c'est quelqu'un qui passe aux aveux, qui... Très facilement. Oui. Mais qui finalement ne finira pas en prison. Inversement, il y a des cas où on voit qu'il y a des gens qui finissent en prison et d'autres où ils s'en sortent assez bien. De toutes les affaires que vous évoquez là-dedans, il y en a une qui vous a le plus marqué que les autres? Oh, toutes m'ont marqué, puisque c'est celle dont je me souviens avec le plus de précision. Il y en a une un peu particulière, puisque c'est celle qui m'a amené, qui n'est pas une affaire d'homicide, mais une affaire de terrorisme, qui m'a amené à venir enquêter pratiquement en Ardèche, dans mon village, tout près de mon village natal, la vallée d'à côté. C'est une affaire qui est liée à une affaire très, très célèbre des années 70, un peu oubliée aujourd'hui, bien sûr, l'affaire de Pierre Conti, le tueur d'Ardèche, auteur d'un triple homicide à la suite d'un vol à main armée, qui était le dirigeant d'une communauté dans un endroit très isolé de la montagne ardéchoise. Et donc il était en fuite depuis 1977, et en 1980, un personnage, disons, qui faisait partie du deuxième cercle, c'est-à-dire du soutien logistique à Action Directe, nous a révélé que 400 kilos d'explosifs qui avaient été trouvés à Paris et qui étaient donc destinés à faire des attentats, ce qui est énorme, avaient été vendus par les gens de la communauté de Conti, après la fuite de celui-ci, avaient été vendus à Action Directe. Et donc, je suis parti en Ardèche, chez moi pratiquement, pour récupérer 1,2 tonne d'explosifs qui restaient encore. Et évidemment, il fallait les soustraire rapidement à la possibilité qu'ils soient donnés à nouveau à un groupe terroriste. Donc, évidemment, c'était un retour au pays assez curieux, parce que c'était vraiment mon pays, Et mon pays natal. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier de commissaire? C'est l'aspect enquête ou c'est l'aspect, je sais pas, humain ou justicier? Je ne sais pas, qu'est-ce qui va le plus attirer quand vous vous êtes lancé dans cette carrière? Bon, je suis rentré dans la police d'abord parce que j'avais envie de rentrer dans la fonction publique, mais dans une fonction publique, disons, plus active qu'un simple travail de bureau. Donc j'avais fait Sciences Po à Paris. Et donc, j'ai passé le concours de commissaire de police. Et bien que ma formation de Sciences Po m'aurait plutôt amené dans le domaine du renseignement, j'ai préféré la police judiciaire parce que c'est quand même un des domaines les plus, je dirais, les plus passionnants de la police. L'aspect recherche, il y a un aspect de chasse, c'est vrai. Mais en même temps, il faut rester très professionnel, garder un certain recul par rapport aux horreurs que l'on voit. Composer avec le droit aussi. Oui, gérer les aspects juridiques. Donc c'est un métier qui est à la fois actif et qui est aussi un métier de réflexion. Donc c'est pour ça que c'est cette voie-là que j'avais choisie. Alors vous évoquez des affaires parfois même généralement sinistres, mais avec un certain détachement dans l'écriture. J'imagine que comme commissaire, c'est un peu obligatoire d'avoir du détachement malgré les cas parfois très glauques auxquels vous êtes face. Est-ce que vous avez déjà vu des agents, ou même vous-même, est-ce que vous avez déjà craqué devant certaines horreurs? Je pense par exemple au cas du cannibale, mais aussi il y avait l'affaire qui était la chienne de l'assassin, où c'est un crime familial qui est particulièrement triste. 2 jeunes enfants qui sont tués par leur père. Et ça, vous avez vu des gens craquer, ou vous-même, vous avez parfois été un peu à la limite, ou vous vous êtes senti mal, même physiquement? Bon, je pense que personnellement, j'ai une espèce de recul naturel. Mais il est indispensable, parce que je pense qu'il faut s'investir complètement dans une affaire, c'est-à-dire vraiment se dévouer en sachant que il y a une victime, il y a une famille de la victime, et qu'il mérite qu'on mette toute son énergie à la recherche des auteurs ou de l'auteur. Mais en même temps, il faut garder un certain sens critique. Et parfois, le doute existe, même pour l'enquêteur. On peut avoir un suspect dont on
peut penser que c'est lui, mais on n'est pas certain, etc. Donc il faut garder quand même une espèce de barrière psychologique, d'abord pour ne pas aller trop loin, et puis pour, je dirais, se protéger soi-même aussi. Bon, alors je pense que selon la psychologie des gens, c'est plus ou moins facile. Moi, je pense que j'ai toujours eu une espèce de protection naturelle. Mais il faut aussi dire, ça n'apparaît peut-être pas dans le livre, que cette vision de la société très, très difficile, très âpre, est compensée par une grande solidarité des policiers entre eux. Entre eux, oui. Et beaucoup de rire aussi. C'est ça qui est, c'est que il faut trouver des moments. C'est comme en médecine où on voit. Voilà. Je pense que toutes les professions qui ont affaire à la mort couramment ont besoin de moments de décompression. Et il faut le dire, entre deux horreurs, on riait beaucoup entre nous. Bon, évidemment, il faut garder à certains moments beaucoup de sérieux, notamment quand on a affaire aux familles des victimes. Mais il faut aussi savoir décompresser. Et alors, vous évoquez régulièrement des évolutions scientifiques, parce que votre carrière s'est déroulée à un moment charnière dans l'histoire contemporaine. C'est un moment où on a plein de découvertes scientifiques, et on passe notamment de l'IJ, l'identité judiciaire, qui devient la police scientifique. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le temps des aveux », mais est-ce que bientôt le temps des aveux sera inutile? Est-ce que la science n'est pas en train de remplacer les aveux? Alors, je pense que la science, essentiellement à travers trois révolutions, celle de l'ADN, celle des traces numériques, téléphone, etc., Internet, et celle maintenant de la vidéosurveillance et de la vidéo spontanée des gens. On voit dans beaucoup d'affaires que finalement, maintenant, les affaires qui se passent dans la rue, il y a toujours des images, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc évidemment, tout ça a modifié profondément la problématique de la preuve. C'est-à-dire que dans beaucoup d'affaires où nous n'avions pas de preuves matérielles, il y a maintenant des preuves matérielles. Alors, ces preuves matérielles, elles sont parfois suffisantes pour entraîner à la fin la conviction des juges, des jurés et des juges. Mais ça n'est pas toujours le cas, il peut y avoir encore des cas limites. Et puis, ces preuves permettent surtout plus facilement d'obtenir des aveux. Parce que, je dirais, au cours d'une garde à vue, le policier essaie de convaincre le gardé à vue, le suspect, parfois par des coups de bluff, qu'il est inutile de nier pour lui, parce qu'il y a des éléments qui l'accusent, et que nier serait finalement plus contre-productif. C'est ce que vous dites dans plusieurs histoires, c'est que vous dites à la personne, en fait, vous êtes cuit, c'est fini pour vous, alors qu'en réalité, vous n'avez plus de billes du tout. Parfois, c'est du bluff. Parfois, c'est du bluff. Mais donc, quand il a des éléments réels à charge, c'est plus facile de convaincre quelqu'un qu'il vaut mieux avouer, expliquer à sa manière. On disait toujours, il vaut mieux que vous expliquiez vous-même l'affaire plutôt que nous allons l'expliquer. Parce que la présentation risque de vous être plus défavorable. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de marchandage comme ça avec le suspect. Donc, mais l'aveu est toujours nécessaire parce qu'on voit bien dans certaines affaires que s'il n'y a pas d'aveu, même s'il y a des éléments à charge suffisants, l'aveu permet éventuellement de retrouver des corps. L'aveu permet de comprendre une affaire dans tous ses tenants et aboutissants, c'est-à-dire depuis le projet criminel, le mobile, le déroulement, les complicités éventuelles, etc., si vous voulez. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'aveu, souvent, même si la condamnation est au bout, il reste des zones d'ombre. Alors, dans vos enquêtes, il y a des enquêtes qui ont une résonance internationale. On évoquait en premier la question du Japon, d'un ressortissant japonais. Oui. Il y en a une autre avec un ressortissant soviétique avant la chute du mur, et enfin une autre avec un Américain. Et est-ce que vous, justement, dans la période charnière dans laquelle vous avez exercé, est-ce que vous avez
vous vous êtes rendu compte d'un changement en matière de coopération internationale. Est-ce que la mondialisation a profité à plus de coopération entre les polices des États? Alors, d'abord, le crime s'est mondialisé. C'est-à-dire que les mouvements internationaux de personnes étant de plus en plus importants, immigration, déplacements professionnels, etc. Donc il y a de plus en plus d'affaires qui impliquent une enquête à l'étranger. Cela existait déjà, mais c'était dans moins d'affaires sans doute que maintenant. Effectivement, je raconte dans le livre une mission en Union soviétique au moment de la chute de l'Union soviétique. Dans l'affaire du japonais cannibale, Olivier Foll, le commissaire chef adjoint de la brigade, est allé en mission avec le juge Bruguière au Japon. Donc il y avait déjà. Mais il y a de plus en plus besoin de coopération internationale. Elle fonctionne mieux qu'avant. Par exemple, j'évoque une affaire dans laquelle un ressortissant français était présumé être parti au Brésil, mais en fait c'était une homonymie, il était sans doute mort. Aujourd'hui, le problème ne se poserait pas parce qu'il y a notamment dans beaucoup d'ambassades de France un policier ou un gendarme qui est là justement pour gérer directement la coopération internationale. Donc la coopération internationale s'est beaucoup améliorée, mais il reste de grands vides, de gros problèmes, notamment pour tout ce qui est la recherche des traces numériques, puisque, je dirais, le numérique est un réseau mondial et il y a des pays non coopératifs, peu coopératifs, ou en tout cas avec des délais de réponse tels qu'une enquête est bloquée pendant des mois en attente de la réponse d'un pays sur l'origine d'une trace numérique. Alors, dans une des histoires non résolues, alors je ne vais pas l'expliquer dans le détail pour que les gens conservent un peu le suspense, qui s'appelle La poubelle fendue et qui met en cause un étudiant américain que vous suspectez très fortement d'être un chercheur américain, que vous suspectez très fortement d'être coupable. En gros, il s'en sort et il repart chez lui. Il rentre chez lui, dans son pays. Est-ce que dans ces cas-là, il est surveillé? Est-ce que vous rentrez en contact avec la police américaine de l'État dans lequel il vit pour dire « Attention, surveillez ce gars-là, parce que nous, on pense qu'il a tué quelqu'un » ou comment ça se passe? Alors bien sûr, lorsqu'il y a un suspect étranger, on demande à son pays d'origine des informations éventuelles sur des antécédents notamment. Est-ce qu'il est déjà connu pour des faits criminels, etc. Et on informe évidemment le pays de la suspicion qu'il y a sur sa personne. Après, évidemment, tout dépend des systèmes juridiques des pays. Et lui, vous avez eu des nouvelles ou pas? Non, il est reparti aux États-Unis. Le bruit a couru, mais je n'en suis pas sûr du tout qu'il avait été impliqué dans une affaire après, mais nous n'avons jamais eu d'informations très précises. Les États-Unis posent quand même un problème parce que, je dirais, l'éparpillement des forces de police locales fait que la coopération est parfois compliquée, même si une bonne coopération avec le FBI, c'est parfois plus compliqué à cause du réseau des polices locales qui gère quand même l'essentiel de la délinquance et de la criminalité aux États-Unis. Alors les affaires criminelles aujourd'hui, évidemment il y a des livres, des romans, des livres témoignages comme le vôtre, mais il y a aussi les séries télévisées qui font la part belle à la question criminelle. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques séries télévisées ou même films que vous conseilleriez aux gens qui vont lire ou qui ont envie de lire votre ouvrage? Alors, comme film, il y a un film qui, je crois, dépeint un peu la même atmosphère dans une affaire qui ne sort pas. Parce qu'une affaire qui ne sort pas est un fardeau que les policiers traînent. Parce qu'il faut continuer à travailler, parce que parfois on n'y croit plus tellement, c'est vrai, parce qu'on pense qu'on a tout épuisé et que sauf miracle, on n'aboutira pas et il faut travailler pendant des années. Et je pense que ce film, qui est un film assez récent, qui s'appelle La Nuit du 12, et qui décrit
le travail d'un groupe de policiers, je crois, en Savoie, à la suite du meurtre d'une jeune fille, et qui décrit leur difficulté à supporter l'échec, est un très bon film. Dans les films, je dirais, plus traditionnels sur l'ambiance de la garde à vue, il y a évidemment le film qui s'appelle Garde à vue, avec Lino Ventura, qui est un film qui décrit de manière relativement réaliste le déroulement d'une garde à vue. Les séries françaises actuelles, je n'en vois pas qui décrivent vraiment le travail et je pense qu'elles sont souvent assez simplificatrices. Elles privilégient souvent l'action par rapport au déroulement d'une enquête, qui n'est pas toujours très spectaculaire non plus. Mais il y a eu, il y a un certain nombre d'années, une série, je crois, qui s'appelait Brigade criminelle d'ailleurs, et qui vraiment décrivait le travail d'un groupe d'enquête à la Brigade criminelle de manière assez juste. Alors, votre ouvrage se lit par, et c'est important de le préciser pour nos téléspectateurs, par séquence. En fait, c'est plein de petites histoires, donc c'est très, très simple à lire. On peut lire une partie le matin, une partie le soir pendant les transports en commun. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets de livres après celui-là? Est-ce que vous avez encore des histoires à raconter? J'ai peut-être un projet, mais très différent, qui n'a pas de lien avec mon travail de policier, parce que je crois que j'ai mis dans ce livre, évidemment j'ai connu beaucoup d'autres affaires, j'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme aussi, mais je pense que j'ai mis dans ce livre quand même les affaires les plus surprenantes, les plus intéressantes pour le public. Mais j'ai peut-être un projet sur, disons, un livre plus historique, en même temps rattaché à ma famille. C'est une histoire une histoire réelle, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans mon village, où il y avait un ancien magistrat juif allemand, réfugié, qui a été sauvé d'une rafle, d'abord par un médecin, puis qui, à l'occasion d'une opération de ratissage de l'armée allemande, est allé se cacher avec ma famille dans la forêt pendant l'opération. Et il est retourné après reprendre son travail de magistrat en Allemagne, ce qui est quand même... Et donc, je pense qu'une enquête sur cette affaire et sur ce personnage que j'ai connu enfant est un projet peut-être que je mènerai à bout. Eh ben, on vous invitera très certainement pour en parler. Merci beaucoup. Je répète, c'est Le Temps des aveux, le réfrigérateur du japonais cannibale et autres récits de la brigade criminelle chez Mareuil Éditions avec le commissaire Jacques Poinas.